On parle souvent de Chiron comme du guérisseur blessé, mais sa réalité est plus complexe, beaucoup plus profonde. Il ne suffit pas de vouloir guérir, il faut comprendre ce que la douleur essaie de nous dire. Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Chiron, ce point mystérieux dans votre thème astral qu'on appelle bien souvent le guérisseur blessé. Mais Chiron est bien plus qu'un simple astéroïde. C'est une mémoire vivante, un écho d'âme, une porte ouverte sur un passé qu'on n'a pas toujours choisi, mais qu'on peut transformer. Je vais vous parler de Chiron en mêlant sa légende et sa signification astrologique, car on ne peut pas les dissocier. Chiron ne s'interprète pas en deux phases. Il se ressent, il se vit, il se traverse. Alors, que vous connaissiez déjà un peu Chiron ou pas du tout, je vous propose de le rencontrer autrement, comme une figure à part entière, blessée mais sage, rejetée mais initiatrice, et peut-être profondément liée à ce que vous êtes venu guérir dans cette vie. C'est parti! L'histoire de Chiron commence assez mal, plutôt très mal même. C'est une naissance marquée par la violence, le rejet et l'indicible. Tout part d'un acte imposé. Saturne, et oui, encore lui, le dieu du temps, pour échapper à sa femme, semblerait-il, prend la forme d'un cheval. Sous cette apparence animale, il force l'union avec une nymphe Philyra. Dans plusieurs versions du mythe, cet acte est clairement décrit comme un viol. Et c'est pas un détail, c'est un point central, parce que de cette violence naît un enfant, Chiron, mi-homme, mi-cheval, un être dont le corps même raconte l'histoire de sa conception. Une histoire de domination et de déchirure. Philyra ne rejette pas son fils parce qu'il est laid ou monstrueux, mais parce qu'il incarne dans sa chair ce qu'elle a subi. Il est la preuve vivante de l'instant où elle a perdu tout espoir, tout pouvoir, tout contrôle. Chaque trait de Chiron, chaque partie de son corps lui rappelle Saturne, lui rappelle le viol, l'humiliation, l'animalité de l'acte. Elle ne peut pas le regarder sans douleur. Ce n'est pas l'enfant qu'elle rejette, c'est le traumatisme qu'il ravive. Alors, elle supplie les dieux de la libérer de cette existence. Elle ne veut plus être ce qu'elle est. Elle ne veut plus vivre avec cette mémoire ancrée dans sa maternité. Les dieux l'exaucent. Ils la transforment en tilleul, un arbre aujourd'hui associé à la paix et à l'apaisement, mais qui, dans ce contexte, marque surtout une tentative de disparition, une tentative d'éradiquer la douleur. Chiron se retrouve donc abandonné dès la naissance par son père qui a fui, se lâche, et par sa mère qui n'a pas pu rester. Un double rejet qui marque profondément le début de sa trajectoire. Et pourtant, ce n'est que le début de son histoire. Apollon, dieu du soleil, des arts et de la médecine, le recueille. Ce n'est pas une figure de tendresse, mais ici il s'agit plutôt d'une figure de transmission. Il lui offre le savoir, la divination, la musique, la guérison. Chiron ne reçoit pas d'amour parental, mais il reçoit une forme de lumière, et ce qu'il n'a pas eu dans la douceur, il va l'incarner autrement, en devenant un guide, un passeur, un maître pour les autres. Peut-être même, pourrons-nous dire, un père spirituel. Sa blessure d'abandon parental ne disparaît pas. Elle devient ici le début du chemin. Dans ton thème astral, là où se trouve Chiron, c'est rarement un endroit paisible. C'est une zone sensible, chargée, souvent marquée par un manque d'amour ou un amour qui n'a pas su se vivre librement. C'est parfois un espace de rejet, parfois un lieu d'incompréhension, mais toujours un endroit où tu ne t'es pas senti aimé pour ce que tu étais. Ce n'est pas seulement un point de souffrance intérieure, c'est aussi quelque chose que tu renvoies aux autres sans le vouloir, malgré toi. Une sorte de reflet inconfortable, comme Chiron renvoyait malgré lui à sa mère la mémoire de l'acte subi. Ce que tu portes à cet endroit peut réveiller des réactions étranges chez les autres. On te rejette, on projette sur toi des choses injustes ou au contraire, on vient vers toi comme vers un guide, alors que toi-même, tu te sens extrêmement fragile à cet endroit. Chiron dans ton thème peut montrer où tu as manqué d'amour, mais aussi où tu peux apprendre à t'en donner. C'est l'endroit où tu deviens ton propre parent idéal ou celui d'un autre.
Pas parce que tu as tout compris, non, mais parce que tu sais ce que ça fait d'avoir eu besoin et de ne pas avoir reçu. Chiron devient en grandissant le maître des héros, le guide des eaux. Parce que il aurait pu grandir dans le rejet et la solitude et puis s'y enfermer. Mais au lieu de ça, il transforme l'abandon en transmission. Il devient un éducateur, un guide, un passeur de savoir. Mais ce savoir, il ne l'invente pas tout seul. Ça tombe pas du ciel. C'est Apollon, le dieu du soleil, qui l'accueille et l'élève. Et ce détail a toute son importance. Parce que Apollon est le fils de Zeus, donc le neveu de Chiron. Et oui, parce que Zeus et Chiron ont donc le même paternel, Saturne. Autrement dit, Chiron ne reçoit pas l'enseignement de ceux de sa génération ou même de ses aînés. Non, il est rejeté par les anciens. Mais c'est la génération suivante qui le reconnaît et lui tend la main. Et ça, c'est un message extrêmement fort. La sagesse ne dépend pas de l'âge. Elle ne vient pas toujours d'en haut ni d'avant. Elle peut venir d'un autre endroit, d'un plus jeune, d'un plus immature, d'un endroit, d'un miroir inattendu. Ce qui compte, c'est d'être capable de la recevoir. Chiron apprend donc la musique, la médecine, la divination, la lecture du ciel. On pourrait dire que ici sont les prémices de l'astrologie. Mais également, il apprend bien la lecture du corps physique et de l'âme. Et puis ensuite, il devient celui qui transmet. Il forme les plus grands. Il forme Achille, le plus célèbre des guerriers grecs. Il est éduqué par Chiron. Il forme Jason, qui mènera les Argonautes et qui lui aussi est passé par l'enseignement de Chiron. Et puis, il forme même le fils d'Apollon, Asclépios, celui qui deviendra plus tard le dieu de la médecine et qui sera l'un de ses élèves les plus marquants. Ce qui est particulièrement touchant, c'est que Chiron enseigne ce qu'il n'a jamais reçu. Il apprend aux autres à se soigner, à s'élever, à se comprendre, alors que lui-même n'a jamais été ni sauvé, ni consolé. C'est quelque chose finalement qu'il a appris, qu'il transmet. Il arrive à aider les autres avec cela, mais il n'a jamais réussi à s'auto-consoler lui-même. Il n'a pas eu d'éducation tendre, ni de cadre, ni d'amour parental. Il devient le mentor, le soignant, le sage, parce qu'il sait ce que c'est d'en manquer. Parfois, la sagesse provient du manque lui-même. Et ça, c'est une autre leçon dans nos thèmes de naissance grâce au placement de Chiron. À quel endroit avons-nous manqué et à quel endroit pouvons-nous devenir des transmetteurs de cette sagesse, des transmetteurs de ce savoir? Chiron peut indiquer un lieu de douleur, mais aussi de manque, mais aussi un espace d'enseignement profond. Là où se trouve Chiron dans ton thème, se trouve une grande sagesse. Chiron peut donc t'indiquer un lieu de douleur, mais aussi de manque. C'est aussi un espace d'enseignement profond. Tu peux devenir un guide malgré toi dans une sphère de ta vie que tu as eu du mal à comprendre ou même à accepter. C'est très ambivalent. C'est un endroit où tu peux absolument être tout autant encensé que rejeté. Ce n'est pas forcément là où tu brilles avec facilité. C'est pas facile, Chiron. Mais c'est souvent là où tu peux aider les autres avec le plus de justesse, avec le plus de sagesse, parce que tu sais ce que ça fait de ne pas avoir été compris à cet endroit. Aussi, ton empathie à cet endroit est développée. C'est une forme plutôt de sagesse expérientielle, intime. Tu l'as pas apprise dans un livre, tu l'as vécu, tu l'as parfois enduré. Et parfois aussi, ce que tu transmets aux autres, c'est ce qui t'a manqué à toi. Il n'est pas rare, par exemple, de voir des Chirons en cancer souffrir d'un manque d'amour maternel. Attention, si tu as Chiron en cancer et que tu as une maman extraordinaire, eh bien, tant mieux pour toi. Et évidemment, tout dépend des aspects de Chiron, de son placement, etc., etc. Je parle en maison. Néanmoins, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans des thèmes analysés, des Chirons en cancer avec des amours maternels inexistants ou tout du moins conflictuels difficiles, ayant donné des mères extraordinaires avec leurs propres enfants. Et là, on arrive à une nouvelle étape de la vie de Chiron. Il a vraiment pas eu de chance, ce Chiron. Il a été abandonné dès le départ et puis, finalement, arrive un accident complètement con. La blessure de Chiron ne vient pas d'un combat. Cette deuxième blessure que je vais vous conter, elle vient pas non plus d'un ennemi. Ça vient d'un accident, d'un malentendu tragique, d'un moment où, quelque part, il se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Souvent, la blessure de Chiron, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on subit, soit dès le berceau, pour certains d'entre nous, soit qui nous tombe un peu sur le coin de la gueule un peu plus tard.
C'est réellement le truc qui arrive et qu'on n'a pas demandé. Cette blessure-là part d'un affrontement entre Hercule et un groupe de centaures sauvages, hostiles, plutôt violents, plutôt animal dans leur manière d'entrer en interaction avec le monde. Chiron, lui, n'a rien à voir avec cette violence-là. C'est un centaure sage, c'est un centaure à part, un maître, un guérisseur. Mais dans la confusion, Hercule décoche une flèche, et cette flèche est empoisonnée. Elle atteint Chiron par erreur et tout bascule. Cette flèche, elle est empoisonnée grâce au venin de l'hydre de Lerne. C'est un monstre que Hercule a vaincu un peu plus tôt dans ses épopées. Et ce venin-là, c'est un poison extrêmement puissant. C'est même l'un des poisons les plus puissants de toute la mythologie. Les dieux eux-mêmes craignent le poison de l'hydre. L'hydre, c'est un monstre marin, une bête avec plusieurs têtes. Et le problème, c'est que quand tu lui coupes une tête, il y en a deux qui repoussent à la place. Elle est increvable, cette saloperie. Elle revient toujours. C'est le mal qui se régénère, la douleur qui ne disparaît jamais vraiment, sauf si on brûle la plaie. C'est exactement ce que Hercule fait. À chaque tête tranchée, alors dans certaines traditions, c'est son neveu qui cautérise la plaie. C'est très intéressant quand tu fais le parallèle avec donc Apollon, le neveu de Chiron, qui quelque part lui aussi a comme tenté en tout cas de cautériser la plaie de Chiron, la première en tout cas. Et dans d'autres récits, Hercule, parce qu'il est trop badass, il fait ça tout seul. Quoi qu'il arrive, il faut impérativement cautériser la plaie avec du feu pour l'empêcher de repousser. C'est la seule façon de vaincre l'hydre. Après avoir tué l'hydre, Hercule trempe ses flèches à l'intérieur de l'hydre, pensant quelque part gagner un avantage. Résultat, eh bien, la flèche qui atteint Chiron contient un poison incurable. Et là, on arrive donc sur le deuxième drame de la vie de Chiron, qui est que Chiron est immortel. Chiron est le fils d'un titan, de Saturne, et il est immortel. Donc ce poison ne peut pas le tuer. Il souffre à crever constamment, sans pouvoir guérir, sans pouvoir mourir. Il est coincé avec cette douleur éternelle. Même lui, le maître des soins, ne peut pas se sauver. Il connaît tous les remèdes du monde, sauf celui qui lui faudrait. Chiron, dans ton thème, parle de cette blessure-là, d'une douleur incompréhensible, pas rationnelle souvent, parfois invisible aux autres, mais bien réelle. Un truc que tu n'arrives pas à réparer, même avec toute la bonne volonté du monde. C'est un peu comme la tête de l'hydre. Tu crois avoir dépassé un truc, tu respires, tu te dis ça y est, c'est fini, et ça revient autrement, plus subtilement, sous une autre forme, mais ça pique encore. Tu peux vivre des paliers de transformation, avoir la sensation d'avoir transcendé, d'avoir compris. Et puis un jour, cette putain de tête, elle repousse. Sauf si tu cautérises. Pas avec du feu, bien sûr, pas au sens où on l'entend, mais avec le feu de la conscience, de l'amour, de la présence aussi. Chiron ne nous apprend pas à éradiquer la douleur, il nous apprend à vivre avec, à l'écouter, à en faire quelque chose surtout, à la transformer, à la transcender. À ce stade donc du mythe, Chiron est enfermé dans une impasse. Sa blessure, empoisonnée par le venin de l'hydre, est incurable. Mais comme il est immortel, il peut ni guérir ni en mourir. Il souffre sans interruption. Tout comme toi qui peux, eh bien, porter une douleur incandescente au creux de ton ventre dont tu n'arrives absolument pas à te délester. C'est une torture que rien n'apaise. Et même lui, le plus grand des guérisseurs, ne peut rien contre ce qu'il traverse. Alors, il prend une décision radicale. Il demande à mourir. Pas pour fuir, non, pas par faiblesse, mais parce qu'il accepte que cette souffrance n'a plus de sens. Et que peut-être que le sens qu'il peut donner à cette douleur à cet instant de son existence, c'est d'en faire une offrande pour libérer un autre être qui souffre. Il s'adresse à Zeus, son propre demi-frère donc, et il lui propose un marché. Libère Prométhée et en échange, accorde-moi la paix. Sous-entendu, accorde-moi la mort. À ce moment-là, Prométhée, pour vous faire un petit rappel, il a été puni pour avoir donné le feu sacré aux humains. Et on retrouve un feu ici, n'est-ce pas intéressant? C'est-à-dire la conscience, la connaissance, la capacité de décider par eux-mêmes. Zeus, dans sa grande bonté, pour le punir, l'a condamné à être attaché à un rocher et chaque jour un aigle vient lui dévorer le foie qui repousse chaque nuit. C'est une souffrance qui ne s'arrête jamais, exactement comme celle de Chiron. Et
C'est sans doute là que Chiron reconnaît quelque chose. Il voit chez Prométhée un reflet, deux êtres rejetés par le système divin, deux êtres en marge, deux êtres souffrants pour ce qu'ils ont offert aux autres, l'un par sa naissance, l'autre par son acte. Chiron n'a pas été sauvé, il n'a pas été reconnu, mais il choisit d'être celui qui va libérer. Il ne donne pas son immortalité à Prométhée, contrairement à ce que disent certaines significations modernes. Il renonce à son immortalité pour la libération de Prométhée. Et Zeus accepte. Il libère Prométhée et permet à Chiron de mourir. C'est là que la fin devient un commencement. Parce que Chiron n'est pas effacé, il n'est pas détruit, il est placé dans le ciel sous la forme d'une constellation. Son nom reste, sa lumière reste. Il continue d'éclairer dans la nuit. Mais cette lumière-là vient de quelqu'un qui a tout traversé. Pas d'un héros, pas d'un dieu glorieux, mais d'un être blessé, rejeté, incompris dès sa conception, qui a transformé sa douleur en acte de libération. Chiron, c'est pas un endroit du thème où tu vas guérir. Non, c'est l'endroit où tu portes quelque chose qui ne s'effacera pas. Une faille qui revient par vagues, même après des années de travail, de thérapie, de ce que tu veux. Une douleur que tu n'as pas choisie, mais qui devient impossible à ignorer. Il faudra en faire quelque chose à un moment ou un autre de ton existence. Avec le temps, cette douleur peut s'orienter, prendre forme même, devenir un mouvement. Et ce mouvement ne ressemble pas toujours à de la guérison. Il ressemble souvent plutôt à un acte de transcendance. C'est prendre une souffrance intérieure pour la faire passer dans une autre forme, quelque chose de concret, de réel, qui sort de toi, qui ne t'abîme plus de la même manière. Parfois, c'est une transmission directe, un soin, un enseignement, une œuvre que tu vas créer, un témoignage que tu vas déposer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est beaucoup plus discret. Tu peux écrire un livre sans même dire que c'est toi. Tu peux élever un enfant dans un amour inconditionnel que toi, tu n'as pas reçu. Tu peux créer un lieu apaisant parce que tu sais ce que c'est que de ne pas avoir de refuge. Tu offres un regard, une posture, une manière d'être au monde qui contient cette mémoire sans l'imposer. Mais dans tous les cas, tu ne gardes pas ça enfermé. Tu n'en fais pas un secret, tu n'en fais pas une plaie ouverte, tu en fais un passage. Et quand ce mouvement a été créé, quand tu sens que ce que tu avais à exprimer est sorti, alors tu n'as plus besoin de porter la blessure dans ton corps. Elle devient mémoire, elle devient une trace, une empreinte pour le monde, une cicatrice qui est refermée. Néanmoins, une cicatrice reste toujours un quelque chose qui, en cas de pluie, peut venir gratter, qui peut venir tirer, tirailler. C'est le souvenir de la souffrance. C'est à ce moment-là que ton Chiron à toi peut devenir une constellation. Dans cette dernière partie, j'ai choisi d'analyser Chiron, non pas signe par signe, mais maison par maison. Pourquoi ? Eh bien parce que le signe te parle de la manière dont tu vis ta blessure, de la couleur que ça prend. Mais la maison te dit où ça se joue concrètement dans ta vie. Et c'est beaucoup plus intéressant à analyser. C'est le lieu de l'expérience, celui où tu vas sentir le manque, le rejet, l'exclusion ou l'incompréhension. C'est aussi dans cette maison que peut se trouver la clé de transformation, même si ce n'est pas une guérison au sens magique du terme. Je pense qu'à ce stade de l'épisode, tu l'as bien saisi. On ne va pas guérir Chiron. Chiron ne se guérit pas. Mais on peut l'entendre, le canaliser, l'exprimer, en faire une offrande au monde. Évidemment, tout ce que je vais dire ici doit absolument être nuancé dans ton propre thème par, je viens de le dire, le signe, mais aussi les aspects que forme Chiron. Un Chiron conjoint au soleil, je suis navrée, c'est pas comme un Chiron intercepté dans une maison interceptée. Regardez également les aspects que forme Chiron, ses trigones, ses sextiles, ses oppositions, ses carrés. Et c'est le tout qui te conte l'histoire de ta propre blessure. Donc, comme toujours, en réalité, ici, il s'agit plutôt, j'allais dire, d'un amuse-bouche, si on peut parler ainsi, avec Chiron. En tout cas, c'est un début de quelque chose à structurer au travers de ton propre thème de naissance. C'est parti. Chiron en maison 1. Alors là, c'est le droit d'exister tel qu'on est arrivé. Chiron en 1 vient toucher à quelque chose de brut, d'immédiat, d'instinctif. Le rapport que tu entretiens à ta propre existence, pas seulement à ton image, mais vraiment à ta présence au monde. C'est une blessure liée à ce que tu représentes, avant même que tu n'aies eu le temps de devenir qui que ce soit. Très tôt, cette position peut donner le sentiment d'avoir été mal accueilli, comme si ton arrivée avait
dérangé. Comme si ta simple existence avait activé un malaise chez les figures parentales ou éducatives. Ça peut prendre plusieurs formes. Un conflit ou un rejet très concret avec un parent ou un grand-parent. Une grossesse de la part de ta mère subie ou non désirée. Un enfant né différent, trop calme, trop intense, trop fragile, trop bruyant. Bref, pas comme on l'avait imaginé. Et quand on sent qu'on n'a pas été attendu comme ça, eh bien, une partie de soi peut chercher à compenser, à s'effacer ou à performer très tôt pour mériter de rester. Dans certains cas, cette blessure s'inscrit aussi dans le corps physique lui-même, une malformation ou une marque visible, une tache de vin ou quelque chose comme ça sur le visage, un handicap, un retard, un décalage ou simplement un ressenti de ne pas être dans le bon corps, de ne pas être aligné avec ce qu'on voit dans le miroir. Mais même sans trace physique, cette maison 1 blessée peut produire une fracture intérieure, celle de ne pas se sentir légitime d'exister, d'être là, pas à cause de ce qu'on fait, mais à cause de ce qu'on est. Pour comprendre pleinement son chiron en 1, évidemment, il est indispensable de regarder Mars, qui est le maître de la maison 1, le signe du bélier, qui est le signe natif de cette maison, et puis tous les aspects que forme Chiron dans le thème, mais également le ou les maîtres du signe occupé dans cette maison. Ces éléments te diront d'où vient la blessure, à travers quoi elle cherche à s'exprimer. Est-ce que c'est une blessure liée à la colère, à l'impossibilité d'agir, à la violence intériorisée, à la non-reconnaissance de l'impulsion de vie? Ici, le dépassement ne passe pas par une acceptation de soi en surface, il passe par une réappropriation du territoire intérieur. Il s'agit d'apprendre à faire des choix sans chercher à plaire. Voilà. Refuser les environnements qui te demandent de t'adapter pour être toléré et reconnaître la valeur de ton identité, la valeur de ce que tu émanes, de qui tu es, même si c'est hors norme, même si ça ne rentre dans aucune case. Certaines personnes, avec ce placement, trouvent leur force dans le théâtre, la voix, le corps, le mouvement, la mise en lumière des autres aussi, l'accompagnement. Ça peut être aussi tout simplement accepter de prendre sa place dans l'espace public, arrêter de chercher à se cacher sous des masques. Souvent, avec un chiron en 1, on a vraiment des faux self, on ne sait plus qui on est. Ce que je veux dire, c'est que la marque, là, elle est visible parce qu'elle est en 1. Que ce soit factuel dans ton physique ou dans ton interaction, il y a un truc qui cloche avec un chiron à cet endroit. Donc souvent, eh bien, pour compenser, pour être accepté, ton faux self pourra être puissant, ou tu pourras même en avoir plusieurs, au point à un moment de ne même plus savoir lequel de ces masques est le tien. Donc ici, je t'encourage à déjà côtoyer des êtres humains avec lesquels tu peux être toi, sans avoir besoin de mimer je ne sais quoi. Et puis, de te rechercher, mais au travers de l'action. Parce que, encore une fois, Mars est l'un des maîtres de ta maison. Donc, va regarder ce que fait Mars et entre dans l'action pour te réapproprier ton espace et puis pour pouvoir, eh bien, baisser les armes, baisser les masques. Les masques sont des souffrances. Parce que derrière, on pleure. Derrière le masque qui sourit, on pleure souvent. Chiron en maison 2. Alors, Chiron en maison 2, c'est la valeur blessée, l'amour confondu avec la matière. Chiron en 2 vient toucher au rapport à la valeur, celle qu'on pense avoir, celle qu'on croit devoir mériter et celle que l'on cherche parfois désespérément à prouver. C'est pas seulement une question d'argent, de sécurité financière, c'est une blessure ancrée dans la chair, dans la matière, dans la relation au corps et à l'amour concret. Chez beaucoup, cette blessure se repère pas immédiatement parce qu'on a grandi dans une famille où on manquait de rien, matériellement parlant en tout cas, mais où les gestes d'amour manquaient cruellement. Par exemple, des parents qui n'ont jamais dit je t'aime, mais qui offraient des cadeaux pour montrer leur affection. Et quand on devient adulte, on se dit j'ai toujours eu un toit, j'ai à manger, je n'ai manqué de rien, des vêtements chauds, pourquoi est-ce que je ressens un vide pareil? Cette confusion entre amour et possession, entre valeurs personnelles et valeurs matérielles, crée une faille intérieure, un sentiment diffus de ne pas être assez, de devoir mériter, même les choses les plus simples. D'autres, en revanche, seront nés dans un contexte de pauvreté très concrète, précarité, instabilité financière, dépendance à des aides, ou simplement un environnement où chaque dépense devait être justifiée, pesée, comptée. C'est un placement, par exemple, que je retrouve aussi chez les personnes qui ont grandi dans des familles où l'un des deux parents gérait tout l'argent du foyer et l'enfant a vu son autre parent devoir aller quémander, souvent c'était voir sa mère aller quémander au père un peu de sous pour faire des emplettes, quoi.
En tout cas, il peut y avoir avec un tel placement aussi le monopole sur l'argent du foyer d'un individu sur tous les autres individus. Dans les deux cas, qu'on ait été dans une espèce d'abondance qui était marqueur d'amour, ou bien qu'on ait vécu dans la pauvreté, cela forge une peur viscérale du manque qui ne s'efface pas avec le temps. La blessure ici peut être inscrite dans le rapport au corps, le corps jugé, corps mal nourri. Il peut y avoir un rapport à l'alimentation qui peut être très compliqué avec un chiron en maison 2. C'est aussi un chiron où on retrouve, mais c'est pas le seul chiron, mais c'est un chiron que l'on peut retrouver chez les personnes souffrant de troubles alimentaires, d'anorexie, de boulimie, de choses comme ça. En tout cas, de troubles alimentaires qui nécessitent un certain contrôle du corps physique en passant par la nourriture. Le corps est utilisé pour compenser ou pour se punir. On ne se sent pas incarné, pas ancré, pas chez soi dans la matière. On peut vivre dans le trop, la surconsommation, l'achat compulsif, ou dans le pas assez, privation, refus de se faire plaisir, une certaine avarice. Évidemment, selon les phases de la vie, mais évidemment aussi selon les aspects, etc., etc. Vous connaissez bien la chanson. Pour mieux comprendre cette blessure, eh bien, on observe le signe dans lequel se trouve Chiron, le maître de la maison 2, donc Vénus, la position de Vénus, la position aussi des maîtres du signe de la maison, et puis les aspects de Chiron lui-même. Alors le dépassement de ce Chiron-là, c'est quelque part un terre-à-terre réparateur. C'est-à-dire que le chemin ici, ce n'est pas chercher l'abondance, retrouver l'abondance, c'est réparer ta propre fondation intérieure, revoir ta définition de ce qui te rend précieux, précieuse, en dehors de ce que tu possèdes ou même de ce que tu produis. Apprivoiser ton rapport à l'argent sans honte ni idéalisation. L'argent, c'est pas sale, mais il n'est pas non plus la preuve de ta valeur. Créer des bases matérielles saines, en accord avec qui tu es vraiment, sans t'endetter pour combler un vide, ni te priver pour ne pas déranger. Beaucoup de personnes avec ce placement finissent par créer des projets très utiles, accessibles, concrets pour les autres. Des ateliers, des formations, des structures de soutien financier, des accompagnements budgétaires aussi. Généralement, vous êtes du coup extrêmement doué pour gérer un budget. Vous savez ce que ça fait de manquer et aussi ce que ça fait d'être aimé à travers un objet, à travers le matériel, au lieu du regard direct de l'autre. Alors, Chiron en maison 3 vient toucher le rapport au langage, à l'intellect, à la transmission, mais aussi aux relations des plus proches, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les camarades d'école, les premiers liens sociaux. C'est une maison d'expression, mais ici l'expression a été marquée par la douleur. Tu as peut-être grandi avec le sentiment que ta parole dérangeait ou qu'elle n'avait aucune portée, qu'on t'interrompait, qu'on ne te laissait pas finir tes phrases, qu'on se moquait de tes mots, de ton ton, de ta manière de formuler. Et parfois, c'était pas ce que tu disais qui dérangeait, c'était juste le fait que tu oses t'exprimer. Oh là là, mais tu t'arrêtes jamais. Oh, écoute, tu nous saoules la tête, c'est bon. Voilà, ce genre de choses. Cette blessure peut s'inscrire dans plusieurs réalités différentes, évidemment, selon le signe, les aspects, et puis, mais également le positionnement des maîtres de cette maison 3. Donc, il peut y avoir eu des moqueries répétées à l'école, mais aussi en famille. Il peut y avoir eu un trouble de l'apprentissage non reconnu. Hein. Des remarques humiliantes aussi sur le vocabulaire, sur, je ne sais pas, un accent, sur l'orthographe. Ça peut être un placement aussi où, j'en sais rien, on a souffert de bégaiement. En tout cas, il peut y avoir quelque chose même de très factuel dans l'élocution, dans la parole. Ça peut être aussi des dynamiques familiales où il y a un enfant qui prend toute la place et toi, tu te sens comme une merde, en fait, juste derrière. Ou alors, oh là là, mais regarde, qu'est-ce que ta sœur, elle est gracieuse à côté de toi. Oh, mais regarde ton frère comme il s'exprime bien. Alors toi, on comprend rien. Tu peux pas aligner deux mots normalement, quoi. Ça peut être aussi avoir grandi avec l'idée que penser, écrire, parler, apprendre, c'était pas ton truc. Hein. Tu peux aussi t'être beaucoup dévalorisé. Ça peut être un jugement posé par d'autres et ensuite intériorisé comme étant une vérité. Et ça peut coller à la peau pendant très 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 longtemps. C'est un placement qui peut créer une véritable rupture de confiance intellectuelle. On se sent pas forcément bête, hein, mais on peut se sentir à côté, décalé ou pas légitime pour ouvrir la bouche. Donc pour bien comprendre cette blessure, il faut évidemment regarder le signe dans lequel se trouve Chiron, les aspects que forme Mercure, son placement dans le thème, mais aussi évidemment l'état global de la maison 3, ainsi que les planètes qui s'y trouvent, et puis, comme je disais un peu plus haut, eh bien le ou les maîtres du signe de cette maison. Cela indiquera si cette blessure touche à la mémoire,
à la parole, à la compréhension, à l'expression artistique ou simplement au droit de penser par soi-même. Le fait d'analyser simplement un chiron en maison 3 ne nous dit pas tout ça. Pour tout ça, il faut aller regarder les aspects et tutti quanti. Donc le travail ici ne se limite pas généralement à juste retrouver sa voix. Il s'agit de reconstruire une vraie confiance dans son propre esprit. Pas en validant ce qui est dit, mais en te donnant le droit de penser librement, même de façon non conforme, non académique, non attendue. Ce placement donne souvent des personnes qui développent une pensée très originale parce qu'elles ne rentrent pas dans les moules, deviennent des facilitateurs d'expression, de bons thérapeutes aussi par la parole ou aussi par l'écriture. Un chiron à cet endroit peut vraiment être sympa aussi pour travailler avec les enfants ou avec des adultes qui ont aussi été abîmés dans leur capacité à se dire. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, avec un chiron en 3, on peut aussi avoir subi du harcèlement scolaire. Tout à fait. Le dépassement ici, c'est de comprendre que ce que tu dis n'a pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur, mais aussi que parfois, ta manière différente, atypique de dire les choses, de penser les choses est précisément ce qui touche le plus juste. Ça peut réellement être une grande source de lumière et de bonheur pour les autres. Alors, Chiron en maison 4. Ici, Chiron parle d'une blessure liée au foyer, à la famille, à l'environnement dans lequel tu as grandi. Ce placement ne signifie pas forcément que tu as connu une enfance chaotique, des parents maltraitants. Parfois, tu as eu un cadre stable, des parents présents, un toit, une routine. Mais malgré ça, il y avait un sentiment diffus que quelque chose clochait. Des silences pesants, des non-dits, peut-être une certaine froideur. Cette blessure vient souvent d'un héritage transgénérationnel. Tu portes une mémoire qui ne t'appartient pas directement. Un grand-parent qui a fait la guerre, une mère qui a grandi sans amour ou sous couvert de maltraitance, un père dont les émotions ont toujours été contenues. Tu as quelque part intégré ce climat, tu t'es structuré avec. Tu peux aussi avoir été un enfant qui a très tôt dû tenir le cadre émotionnel de la maison, calmer les tensions, faire en sorte que tout aille bien, devenir rassurant même pour l'une des figures parentales. Même sans le dire, tu as compris que ta fonction était de stabiliser les autres. Dans les cas les plus complexes, la blessure vient d'un environnement très instable. Des changements de logement, des disputes permanentes dans le foyer, des menaces de séparation, voire violences physiques ou verbales. Oui, ça peut aussi. En tout cas, ce qui est commun à toutes ces situations, c'est que tu n'as pas grandi avec une vraie sécurité intérieure. Même en ayant tout ce qu'il faut, tu peux ressentir un vide, un flottement, comme si tu ne savais pas vraiment où poser ton cœur. Et souvent, c'est en devenant adulte que ça ressort, avec un besoin de tout contrôler à la maison, de tout savoir. On ne supporte pas les non-dits. Des angoisses sur la stabilité, une hypersensibilité à tout ce qui touche au foyer, mais aussi à la parentalité. Le travail avec ce chiron-là, c'est de comprendre d'où vient ce sentiment d'insécurité. Déjà, est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est hérité? Qui dans ta famille a vécu ce que toi, tu ressens aujourd'hui? Et une fois que tu commences à le comprendre, tu peux faire autrement. Beaucoup de personnes avec ce placement trouvent une forme d'ancrage en construisant leur propre foyer, à leur manière. D'autres ressentent le besoin de parler de leur histoire familiale, de parler à leurs enfants, de ne surtout rien leur cacher. Parce qu'eux-mêmes ont grandi dans un certain flou, avec certains mensonges qui planaient. Ou même sans parler de mensonges, je parlais plutôt peut-être d'omerta. Ce placement pousse à poser les choses clairement, à donner une structure émotionnelle solide, même si elle n'est pas parfaite. Parce que tu sais exactement ce que ça coûte de vivre sur une base qui aura d'une certaine manière émotionnellement, tout du moins, été instable. C'est pareil, il faut impérativement regarder le signe, etc. Parce que ça peut être aussi une instabilité, alors pas matérielle comme pour la maison 2, mais être déraciné constamment, déménager toutes les 4 matins, c'est terrible pour un enfant. Un enfant a besoin de stabilité pour grandir et pour s'épanouir. Alors, ce qu'il faut regarder, évidemment, les aspects de Chiron, le signe où se trouve Chiron, la position de la Lune, parce que forcément, elle est maîtresse de cette maison 4, première maîtresse. Et puis, les maîtres du signe, qui peut indiquer où la mémoire s'est logée, ou en tout cas, qu'est-ce qui a été occulté, qu'est-ce qui cherche à émerger. Et puis évidemment, comme toujours, c'est l'astrologie, c'est comme ça, il faut regarder les interactions de tout ce petit monde avec le reste du thème. Et là, on comprend l'histoire qui nous est contée. En tout cas, le dépassement ici, ça peut être un travail en profondeur sur la lignée familiale. Qu'est-ce qui a été brisé? Qui n'a pas pu parler? Quelles violences ont été tues? La reconnaissance que ce que tu ressens ne vient pas toujours de toi. Si toi, tu as vécu avec des parents aimants et qu'il n'y avait pas d'instabilité particulière au sein du foyer, eh bien,
regarder ce que Chiron vient te dire de ta lignée. Parce que ça peut vraiment venir de traumatismes encodés dès la grossesse, voire même avant, des choses vécues par des aïeux, quoi. Il faut aussi accepter qu'un tel placement, qu'on ne peut pas tout réparer, mais qu'il ne tient qu'à toi d'arrêter ce cycle. Le dépassement ici, on ne peut pas tout changer et encore moins changer le passé. On ne peut pas changer ce qu'on a reçu, mais on peut décider de ne pas le reproduire. Chiron en 4 pousse à faire ce travail-là. Pas pour avoir une famille parfaite, juste une histoire claire, de poser un cadre solide, même très simple, mais qui tient debout. Créer quelque part de nouvelles fondations pour un nouveau foyer. Chiron en 5, c'est l'expression, la création. C'est aussi l'enfant qu'on a été et l'enfant intérieur. Chiron en 5 indique donc une blessure dans l'expression de soi spontanée, dans la capacité à briller, à jouer, à aimer librement. C'est la maison des enfants, de l'enfant qu'on a été, de ce qu'on aura peut-être et de ce qu'on crée. De l'enfant au sens la création. Avec Chiron ici, tu peux avoir grandi avec le sentiment que tu n'étais pas un enfant désiré. Peut-être que ça n'a jamais été dit, mais que tu l'as senti. Par des regards absents, par un manque de chaleur ou une ambivalence qui n'accueillait pas ta présence avec joie. Tu peux aussi avoir entendu des phrases du type « Ah, t'étais pas prévu. Oh, t'es venu, tu nous as tout gâché. Oh là là, si c'est à refaire. » Même sans parole explicite, ton corps a enregistré l'absence d'accueil ou l'incapacité à tes parents à jouer leur rôle de soutien émotionnel. Alors, tu as appris à retenir ta lumière, à ne pas faire de vagues, à jouer petit. Tu peux aussi avoir été très tôt confronté à des expériences très blessantes, j'allais dire dans l'amour ou dans la création. Des rejets, des moqueries, le sentiment que ce que tu faisais était mal, était inutile, que c'était moche, que c'était ridicule, que tu faisais honte. Dans certains cas, des difficultés ou blessures autour de la parentalité. Tu peux aussi être l'enfant, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué avec un Chiron en 5, ta mère a pu vivre beaucoup de fausses couches, et puis tu es l'enfant qui est arrivé juste après, comme pour réparer ta mère à cet endroit. Ça peut créer aussi une peur viscérale d'enfanter. Un Chiron en 5 peut avoir terriblement peur d'enfanter. Tu peux aussi toi-même avoir vécu de grandes difficultés pour enfanter. C'est quelque chose qu'on peut retrouver avec un Chiron à cet endroit. Le dépassement ici ne passe pas par une reconnexion à la joie de vivre. C'est plutôt un travail sur le regard que tu portes sur toi-même, sur ce que tu as appris à cacher pour être accepté. Tu peux commencer par reconnaître ce qui t'a manqué. Est-ce que tu t'es senti regardé avec fierté? Est-ce qu'on t'a dit que tu comptais, que tu étais unique? Est-ce que tu as grandi en pensant qu'il fallait mériter d'exister en faisant bien, en étant utile, en n'encombrant pas trop? Ce Chiron demande d'oser faire, dire, créer aussi, même quand tu n'es pas sûr de toi, pas pour te mettre en scène, mais pour retrouver ta place dans l'espace sans t'excuser. C'est pas forcément une grande œuvre d'art, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être écrire un texte que personne ne lira, prendre de jolies photos. Ça peut être construire quelque chose de tes mains aussi, selon le. Je veux dire, si c'est le taureau qui occupe ta maison 5, avec un Chiron à cet endroit, je t'encourage, mais alors fortement à créer de tes mains. Ça peut être aussi, je sais pas, si c'est un Gémeaux Chiron maison 5, eh ben, oser partager ton opinion. Et parce que c'est la maison 5, pourquoi pas sous la forme d'œuvres artistiques. En tout cas, toutes ces petites formes d'expression qui t'ont peut-être été refusées ou qui ont été ridiculisées peuvent ici reprendre une place très intéressante. Si tu as des enfants ou que tu travailles avec eux, tu peux sentir que tu veux leur offrir ce que tu n'as pas eu, de la reconnaissance, de l'attention, le droit d'être eux-mêmes sans condition. Et parfois, c'est à travers eux que tu comprends ce qui t'a manqué. Le but ici n'est pas de tout guérir. Encore une fois, avec Chiron, de toute manière, on ne peut pas. C'est plutôt d'arrêter de vivre comme si tu devais encore faire tes preuves pour mériter qu'on te voie. Tu n'as plus à faire semblant, tu as le droit d'être là, tu as le droit d'être imparfait, tu as le droit de boiter, ou tu as le droit de briller de toute ta splendeur s'il le faut. En tout cas, la maison 5, c'est vraiment la maison de tu as le droit, hein. Donc, go. Je t'encourage évidemment à aller regarder le soleil. Qu'est-ce qui fait ton soleil? Dans quelle maison? Dans quel signe? Quels sont les aspects qu'il forme? Les maîtres du signe qui occupe ta maison 5, les aspects de Chiron, etc., etc. Là, tu connaîtras exactement le sujet de ta plaie béante. Alors, Chiron en maison 6. Alors là, ici, Chiron vient réveiller une blessure liée à l'utilité, au travail, au corps, à la place qu'on prend dans le quotidien des autres. Très souvent, ce placement s'enracine dans une enfance marquée par une forme de devoir silencieux.
On t'a peut-être pas dit ouvertement que tu devais être exemplaire, mais tu l'as compris très vite. Ou alors tu l'as compris parce que si tu ne l'étais pas, tu te mangeais des coups de ceinture. Tu as peut-être grandi dans une famille où l'on ne s'écoutait pas, où les émotions étaient mises de côté parce que ce qui compte, ben, c'est avancer, hein. On n'est pas ici pour pleurnicher. C'est de faire tourner la maison, de tenir coûte que coûte. Tu as appris que pour être reconnu, il fallait être utile, et pas juste un peu, hein, irréprochable, fiable, discret, performant. Parfois, tu as dû t'occuper des autres très, très jeunes, être l'enfant sage, celui qui ne fait pas de vagues. Ou au contraire, tu as eu le sentiment de ne servir à rien, de ne pas avoir de fonction dans la dynamique familiale, de ne pas y trouver ta place. Dans les deux cas, ton rapport à la valeur personnelle est passé par l'effort. Et si tu n'étais pas à la hauteur, alors que tu n'étais pas légitime. Cette blessure peut aussi s'ancrer dans le corps, un corps qui fatigue vite, qui résiste mal, qui somatise des douleurs chroniques, des dérèglements, des troubles alimentaires. Les chirons en 6, c'est comme les chirons en 2, ça peut être aussi le cas pour les chirons en 4 d'ailleurs. En tout cas, ce sont des endroits où on peut réellement subir des troubles alimentaires assez importants. En réalité, tu fais, tu donnes, tu tiens jusqu'à ce que le corps, il dit stop, j'en peux plus, quoi. Côté professionnel, tu peux osciller entre deux extrêmes. L'impression d'être toujours à côté, jamais tout à fait apte. Ou alors, à l'inverse, trop en faire. Porter le service sur tes épaules, te rendre indispensable au point de t'oublier totalement. Ici, le dépassement ne passe pas par une pause, il passe par un vrai réajustement de la manière dont tu te rends utile. Parce qu'en réalité, tu as besoin quand même de te sentir utile. Donc, ça sert à rien de dire, ne fais les choses que pour toi, tu t'en fous. Non, un chiron à cet endroit a factuellement besoin de se sentir utile aux autres. Donc, tu peux commencer par identifier les situations où tu t'hyper-adaptes, où tu fais tout pour ne pas déranger, où tu fais tout pour être utile et donc aimable, aimé. Évidemment. Comprendre qui t'a appris que tu devais mériter ta place en étant productif ou parfait. Apprendre à dire non sans culpabilité, à poser tes limites, même si tu es très doué pour deviner les besoins des autres. Ça, c'est un don, c'est un talent, évidemment, c'est ton chiron. Mais si tu es complètement vidé, bon, franchement, tu peux plus remplir les autres. Ce placement peut vraiment donner des personnes exemplaires en termes d'accompagnement, de soins, de pédagogues, de personnes extrêmement bien organisées. Un peu, et je ne dis pas ça du tout de manière péjorative, au contraire, je suis moi aussi une de ces petites mains, je dirais les petites mains de l'invisible, mais qui sont essentielles au bon fonctionnement de la communauté. Parce que sans eux, eh bien, ça tourne pas. Et oui, ils sont rarement reconnus à leur juste valeur, ces êtres humains-là. Et donc, quelque part, ce qu'il faut apprendre, eh bien, c'est à se reconnaître soi-même à sa juste valeur. Et puis surtout, attention, le corps parle, il a ses limites, il ne ment jamais, le corps physique ne ment jamais. Si tu veux durer dans le temps, il faudra l'écouter comme un partenaire, c'est ton pote, c'est vraiment ton binôme, ton corps physique, tu l'incarnes complètement, c'est pas juste un outil de travail, quoi. Il est ton partenaire pour toute cette incarnation. Écoute quand il te parle, il ne ment pas. Chiron en 7 vient marquer une blessure profonde dans la relation à l'autre. Pas seulement dans les relations amoureuses, hein, vraiment dans toutes les dynamiques duelles où tu te définis par effet miroir. Le couple, l'amitié, j'allais dire l'amitié fusionnelle, vraiment les amis proches, quoi. Parce que sinon les autres, c'est plutôt dans la maison 11 que ça se passe. Le contrat, l'association. En tout cas, tu cherches le lien, tu en as profondément besoin, mais ce lien souvent te coûte très cher. La racine de cette blessure remonte souvent évidemment à l'enfance, avec un parent. Souvent, j'ai remarqué celui du sexe opposé, mais franchement pas forcément. C'est un truc qu'on peut retrouver aussi dans les rapports mère-fille, père-fils. En tout cas, dans un lien qui t'a appris que l'amour était conditionnel. Ça peut être très explicite ou beaucoup plus subtil. Si tu ne fais pas ça, tu me blesses. Tu es mon seul bonheur. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ce genre de phrase t'apprend très tôt que pour être aimé, tu dois mériter, tu dois faire plaisir, tu dois t'adapter aussi. Et à force, eh bien, tu te suradaptes dans toutes tes relations. Ce chiron peut aussi venir d'un modèle parental bancal ou instable, un parent qui s'efface ou qui contrôle, des relations très toxiques à la maison, des non-dits permanents, de la dépendance affective, des abandons répétés. Et aussi qu'un tel placement, on peut avoir été confronté aux maîtresses de son père, aux amants de sa mère. En tout cas, une fois adulte,
Tu peux te perdre dans des relations où tu t'effaces pour garder l'autre, ou vivre des histoires marquées par des ruptures, des trahisons, des dynamiques de pouvoir. Tu peux avoir peur de l'engagement aussi, vraiment avoir terriblement peur de l'engagement, peur d'être abandonné. Le paradoxe, c'est que tu cherches à aimer et à être aimé, mais sans te sentir jamais totalement à ta place dans le lien. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu attends que l'autre te valide. Tu peux être confiant seul, mais dès qu'un lien devient important, tu doutes. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je mérite cette relation? Est-ce que je mérite réellement cette personne dans ma vie? Et si l'autre s'éloigne, tu peux t'effondrer intérieurement. Vraiment, ça peut être vécu d'une manière mais traumatique, hein, avec un chiron à cet endroit. Parce que quelque part, sans ce miroir, tu ne sais plus exactement qui tu es. Et puis aussi parce que quelque part, au travers de cet abandon-là, c'est, j'allais dire, l'abandon du parent originel, quoi. C'est cet abandon-là qui se répète, même si cet abandon-là n'a peut-être factuellement jamais eu lieu dans la matière. Mais tu as eu tellement peur que ça arrive que quelque part, cette rupture rendue à l'âge adulte vient matérialiser une peur engrammée, ancestrale, hein, quelque chose qui a nourri vraiment une peur profonde chez toi. Le travail ici, c'est pas de trouver la bonne personne, c'est d'arriver à ne plus te perdre dans le lien, à ne plus tout miser sur l'autre pour te sentir légitime, à ne plus avoir besoin d'exister à travers le regard de l'autre. Concrètement, ça implique d'identifier les moments où tu t'adaptes par peur de déplaire. Arrête de te suradapter. De repérer des schémas relationnels hérités de l'enfance, surtout ceux liés au chantage affectif. Vraiment, ceux-là sont très importants à repérer. Et puis, d'apprendre à poser tes limites dès le départ, pas quand tu es déjà à bout, prêt à imploser. Chiron en 7, quand il est intégré, ça veut trop rien dire, mais en tout cas, lorsqu'on a qu'on a déjà bien avancé sur le chemin, ça donne une grande lucidité relationnelle, mais vraiment. Tu peux repérer les jeux de pouvoir, les manipulations, les silences très lourds. Tu peux devenir un repère pour les autres dans des domaines comme l'accompagnement. Je pensais notamment à l'accompagnement des personnes en dépendance affective. Tu peux être aussi un super médiateur de couple, hein. Ouais. Même un thérapeute de couple, vraiment très très bon. Le coaching autour de l'estime et des frontières dans les relations. Mais tu peux aussi simplement apporter ton aide à ton entourage très proche, à tes amis, à ta famille, à tes enfants. En tout cas, pour que cette force soit juste, elle doit d'abord passer par toi. Est-ce que tu existes quand personne ne te regarde? Est-ce que tu fais des choix pour toi ou est-ce que tu fais ces mêmes choix pour ne pas être seul? Est-ce que tu peux vraiment aimer sans être en dépendance affective? Commence par toi-même et je t'assure que tu pourras être d'une grande aide pour les autres parce qu'en réalité, ce type de problématiques sont communes à tous les êtres humains. C'est juste que pour toi, elle est centrale, elle est certainement très récurrente et puis surtout qu'elle touche vraiment le cœur de ta blessure, quoi. Donc, c'est forcément beaucoup plus violent et transformateur. Alors, Chiron en maison 8. Avec Chiron en maison 8, la blessure est profonde. Souvent difficile à nommer, mais elle est omniprésente quelque part et elle agit en souterrain. Cette blessure touche à des zones forcément sensibles. C'est la maison 8. Donc là, on parle de sexualité, on parle de pertes irréversibles, on parle de secrets familiaux très lourds, on parle d'argent, de pouvoir, de contrôle, d'attachement. Tu peux avoir grandi dans un climat où ces sujets étaient tabous, très lourds, mais omniprésents. On n'en parle pas, mais c'est palpable. Marqués par des tensions, silence autour d'un héritage, pression autour de la sexualité, des conflits de loyauté, des secrets d'abus ou d'addiction aussi. Parfois, tu as vécu un événement très clair, une perte brutale, le décès d'un parent au cours de ta petite enfance, un abandon, une disparition aussi. Ça a pu être aussi une intrusion dans ton intimité ou dans ton espace physique. Ça peut être aussi un lien affectif où tu t'es senti possédé, piégé ou vidé de ton énergie. Mais même sans événement traumatique visible, le corps, le cœur, le système nerveux a appris à vivre dans un certain chaos, avec, j'allais dire, sous une forme d'emprise, ou en tout cas, il y avait un quelque chose de dangereux qui était présent. Et à force, ce chaos, il devient familier. Donc tu t'adaptes, tu le tolères, et même parfois, rendu à l'âge adulte, tu y retournes sans vraiment le vouloir, mais c'est juste parce que c'est connu. L'humain, il est comme ça. L'humain se dirige vers ce qui lui est connu, même si ce qui lui est connu est extrêmement douloureux et maltraitant. C'est terrible qu'on soit comme ça, hein. C'est terrible. Donc Chiron ici ne demande pas de pardonner, il ne demande pas de lâcher prise. On va laisser ça à la maison 12 et aux poissons. Je rigole.
Excusez-moi, je calme ma Pluton là, je la calme. En tout cas, Chiron ici t'invite à reprendre du pourvoir ce que tu choisis de vivre maintenant. Voilà, pas pour te venger, mais plutôt pour ne plus être à la merci de ce que les autres décident pour toi. Ce dépassement passe par apprendre à poser des limites très claires. C'est toi qui commandes, c'est ton corps, c'est ton système, c'est toi qui décides, même si c'est quelque chose qu'on ne t'a pas laissé faire jusque-là. Identifier les situations où tu perds ton pouvoir, que ce soit par culpabilité, par loyauté, par peur d'être rejeté. En tout cas, identifie ces situations-là afin de faire en sorte de ne plus les réitérer, de ne plus entrer en interaction avec ces personnes-là qui te font vivre ce type de, j'allais dire, de sensations intérieures. T'as pas besoin de devenir indifférent, j'allais dire invulnérable, pas du tout. T'as pas besoin de faire comme si de rien n'était. Mais tu peux apprendre à ne plus fonctionner depuis la blessure, à ne plus répéter par réflexe, et puis à reconstruire des liens intimes plus justes, plus puissants, mais sans te perdre dedans. Chiron en 8, quand il est mieux intégré, donne une capacité rare à sentir les dynamiques de pouvoir et aussi à en sortir, mais donc aussi à aider les autres à en sortir. Il transforme le chaos en lucidité. C'est pas une thérapie de groupe ici, hein. C'est plutôt des choix concrets, solides, ajustés à la situation de chacun. C'est très factuel. Finalement, avec un Chiron en 8, tu guéris pas en contrôlant tout ce qui se passe autour de toi, mais plutôt en choisissant en conscience ce que tu n'acceptes plus de vivre aujourd'hui. C'est ça reprendre le pouvoir quelque part. C'est ça reprendre le contrôle, sans partir dans quelque chose de très malsain et destructeur pour toi. Ce n'est pas la blessure qui te définit, c'est ce que tu en fais aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, sur les autres? Il faut juste que tu trouves ton moyen à toi de transcender ton histoire. Reprendre ton pouvoir ici, ce n'est pas de faire comme si rien ne s'était passé. De toute manière, tu ne peux pas. C'est décider que ce qui t'a blessé, ce qui t'a torturé, ne dictera plus la suite de ton chemin. Chiron en maison neuve indique souvent une blessure liée à la quête de sens, à l'apprentissage, aux croyances, à la pensée autonome. C'est souvent le placement de ceux qui ont beaucoup cherché à comprendre, mais jamais trouvé leur place dans ce qu'on leur proposait. Tu peux avoir grandi dans un cadre trop rigide, avec une religion, une morale, une vision du monde imposée sans espace pour douter. Ou au contraire dans un désert de repères, avec des adultes qui n'ont rien transmis, ni valeur, ni vision, ni curiosité. La blessure peut prendre plusieurs formes très concrètes. Un parcours scolaire chaotique avec un échec universitaire vécu comme une honte pour la famille. Un sentiment d'infériorité intellectuelle alors que ta pensée est juste hors norme, plus intuitive, transversale, très profonde. Une perte de sens aussi, plus confiance dans l'école, dans la société, la religion, les grandes structures et la sensation d'errer sans direction, sans vérité, sans ancrage. Il y a aussi souvent une rupture brutale avec un système éducatif ou spirituel qui t'a laissé une impression d'inachevé ou d'illégitimité. Comme si tu ne valais pas autant que les autres parce que tu n'as pas fait le bon parcours ou validé les bons codes. Le chemin ici, c'est pas de trouver une vérité absolue, c'est d'oser reconstruire ta propre voie d'apprentissage et de transmission en dehors du moule. Tu peux reconsidérer tes échecs comme des refus lucides d'un système qui ne te convenait pas. Accepter que ton intelligence n'est pas linéaire ni formatée, mais vivante, connectée, hors des cadres. Cesser d'attendre qu'on t'autorise à penser, à parler, à transmettre. C'est un excellent placement pour enseigner autrement, à travers le récit, le vécu, j'allais dire la spiritualité incarnée, comme Chiron qui incarnait quelque part la sagesse par l'expérience. Eh bien, c'est exactement le Chiron que toi tu portes. Accompagner ceux qui ne rentrent eux non plus dans aucun moule. Créer des ponts entre les savoirs, les cultures, les mondes qui ne se parlent pas. Mais pour ça, il faut une chose, oser te légitimer toi-même. Parce que personne ne va te donner cette place, personne. Et tu n'es pas là pour répéter, tu es là pour montrer qu'il y a d'autres chemins pour penser, pour croire, pour comprendre, pour transmettre l'information. Et que parfois, c'est celui qui a décroché qui voit plus clair que ceux qui ont suivi le chemin. Chiron en maison 10. Alors Chiron en 10 touche une blessure profonde dans le rapport à la réussite, à l'image publique, à la mission de vie et à la place dans la société. Rien que ça. Hein?
Alors là, tu peux avoir grandi dans un environnement où on attendait beaucoup de toi beaucoup trop tôt. Ou à l'inverse, où on n'a rien projeté sur toi, aucun espoir, aucun repère, aucun modèle structurant. Mais plus que l'absence ou l'excès d'attente, c'est souvent la manière dont tu as été exposé qui marque. Avec un chiron au milieu du ciel, il y a souvent une blessure d'humiliation sociale ou de honte publique qui marque ta relation à la visibilité. Un parent, avec la maison 10, potentiellement, ça peut être le père, ou en tout cas une figure d'autorité qui a pu te ridiculiser devant les autres, te rabaisser ou rabaisser ce que tu faisais ou qui tu étais, t'obliger à jouer un rôle, à tenir une image, un masque, un sourire, sans te demander si cela te convenait. Ou peut-être tout simplement que ça ne correspondait absolument pas à la réalité factuelle de ce qui se passait dans ta maison 4. Et oui, l'astrologie, c'est toujours par axe, hein. Donc cela peut laisser une trace, une peur d'être vu. Ça peut être une stratégie d'effacement aussi, ou au contraire une surcompensation, vouloir briller pour ne plus jamais ressentir cette honte. C'est-à-dire avoir, je dirais, la maladie du bon élève, vouloir toujours être vu sous son meilleur jour. Avec ce placement, tu peux avoir beaucoup de mal à te plier à une hiérarchie, je dirais, arbitraire. Tu acceptes l'autorité, mais seulement quand elle est incarnée, méritée, légitime. Tu respectes ceux qui savent de quoi ils parlent, pas ceux qui commandent pour exister. Ce décalage peut créer des conflits dans le monde du travail, un besoin fort de créer ta propre structure pour ne travailler qu'en autonomie, ou une difficulté à t'installer dans une carrière tant que tu n'as pas trouvé un espace où ton intégrité n'est pas en jeu. Un autre aspect de cette blessure, c'est vraiment le décalage entre l'image que les autres perçoivent de toi et ce que tu ressens intérieurement. On peut te voir comme un modèle, un guide, un professionnel compétent ou même un guérisseur dans ton domaine. Mais toi, tu te sens parfois, voire toujours illégitime, fragile, en retrait, incapable de te reconnaître dans le rôle qu'on te donne. Ce syndrome de l'imposteur est renforcé par le besoin d'être parfait pour exister socialement, comme si la moindre faille remettait toute ta valeur en question, comme si le moindre grain de sable venait illégitimiser tout ce que tu avais construit jusqu'ici. Donc là, le chemin de dépassement, c'est pas de devenir un grand nom ou je ne sais quoi, c'est de te délester de ce que les autres projettent sur toi et de choisir ta position en pleine conscience. C'est-à-dire que identifier les figures d'autorité qui ont déformé ton rapport à la réussite, apprendre à reconnaître tes compétences factuelles sans les minimiser, ni les grandir artificiellement, évidemment, mais bon, généralement, c'est pas ton genre. Créer un cadre de travail aussi où ton autorité naît de l'expérience vécue, pas d'un statut figé. Cela te permettra aussi de travailler fortement sur ton syndrome de l'imposteur parce que en te concentrant sur ce qui est factuel, eh bien forcément, c'est beaucoup plus facile pour toi-même de te croire. Certaines personnes avec ce placement deviennent des mentors solides, mais très discrets, des bâtisseurs de structures différentes, plus humaines, plus éthiques, plus en connexion avec l'humain. Des professionnels puissants dans leur domaine, mais avec un rapport à la réussite réajusté, j'allais dire sobre. Chiron en 10, c'est souvent celui ou celle qui a appris à marcher debout malgré la honte, hein, à se rendre visible sans se trahir et à choisir une posture publique alignée surtout. C'est très important avec tes valeurs profondes, pas avec ce qu'on attend de toi. Alors Chiron en maison 11. Chiron en 11 signale une blessure dans le lien aux cercles sociaux, aux groupes, aux amitiés, au sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. C'est pas une solitude choisie, c'est une solitude imposée, subtile, ça peut être brutal aussi. En tout cas, une solitude qui laisse une impression durable de décalage, d'exclusion ou d'invisibilité. Tu as peut-être connu une mise à l'écart très explicite, le rejet d'un groupe d'amis, du harcèlement aussi, pourquoi pas du harcèlement scolaire, tout comme les chirons en 3, les chirons en 11, c'est totalement possible aussi. Avec des trahisons peut-être aussi dans les groupes. Ça peut être aussi une exclusion plus silencieuse. Tu fais partie du groupe, mais tu sens que tu n'y es pas vraiment. Ou alors que finalement, les autres ne font que t'utiliser constamment. On t'appelle que quand on a besoin de toi, quoi. T'es pas pris au sérieux, t'es toujours un peu à part. Et ça te marque. Et plus que ça, cela t'est douloureux. Ce placement peut aussi prendre racine dans la famille. Parfois, ce n'est pas un groupe d'amis qui t'a rejeté, c'est ta propre famille qui t'a donné le sentiment que tu passais après les autres ou que tu étais différent des autres, différent des leurs.
Tu as pu vivre avec un parent trop tourné vers l'extérieur aussi, valorisant les autres enfants, les amis, les voisins, puis toi tu passais après. Ou ça pouvait être un environnement où tes idées, ta personnalité, ton originalité aussi, parce que la maison 11, c'est aussi la maison de l'original. En tout cas, que ce que tu représentais aux yeux des autres était minimisé ou ridiculisé, et parce que c'est la maison 11, eh bien forcément, on parle de quelque chose qui se passait sur la place publique. Ça peut être aussi une dynamique familiale où le lien social passait avant le lien intime, te laissant avec la sensation que tu n'étais pas la priorité. C'est aussi qu'ils ont en 11 des maisons où il y avait toujours du monde quand on était enfant, alors que toi, peut-être que tu avais juste besoin de solitude, de calme. En tout cas, tu as intégré qu'il fallait être normalisé pour être gardé dans le groupe. Être exclu du groupe, c'est la mort. Mais ça c'est archaïque, j'allais dire, c'est quelque chose qui est engrammé dans nos ADN, quoi. Donc là, ici, c'est vraiment une blessure terriblement douloureuse. Un chiron en 11, ça peut aussi apporter des espèces de loyauté douloureuse. On reste loyal à des groupes, à des amis qui finalement ne font que nous faire souffrir, quoi. Tu peux attirer des groupes où tu te sens secondaire, invisible ou exploité. Tu peux te retrouver dans des dynamiques d'amitié déséquilibrées, où tu donnes beaucoup et tu reçois pas grand-chose en retour. Ou ressentir une solitude aiguë malgré ta présence dans une sphère sociale active. Aussi, tu peux être perçu comme trop intense, trop idéaliste, trop engagé, ou au contraire trop silencieux, trop bruyant. Alors soit c'est comme si on t'oubliait même quand tu es là, voilà, tout le monde s'en fout, enfin en tout cas c'est la sensation que tu en as. Un chiron en maison 11, tu peux aussi avoir vécu des situations où les autres se foutaient littéralement de ta gueule alors que tu étais à côté. C'est, tu sais, les scènes dans les films où tout le monde parle de quelqu'un, mais ce quelqu'un est dans la même pièce en fait. Enfin, c'est hautement humiliant que d'être quelque part objectivé, dans le sens, tu deviens la lampe posée sur un bout de meuble, et c'est dégueulasse. Donc, certaines personnes avec ce placement finissent par s'isoler volontairement, parce que il y a un moment, il y en a marre de se faire marcher dessus, on refuse les codes sociaux, on est fatigué de devoir s'adapter en permanence à des sales cons, hein, pour être toléré dans des groupes qui, franchement, ne nous méritent pas. Voilà. Ce n'est pas mon placement, mais je compatis fortement. J'ai des placements très douloureux en maison 11, et sous bien des aspects, ça y ressemble. Bon, pas totalement, mais quand même. Le dépassement passe ici par le fait de choisir, de décider où, comment et avec qui tu veux exister dans un collectif. Intégrer une association, un projet de terrain, un collectif où l'engagement est concret. Créer ton propre cercle, un espace sûr, une initiative locale, un projet engagé, même à toute petite échelle, hein. Ça peut être aussi apprendre à reconnaître les groupes où tu es accueilli pour qui tu es et quitter les groupes dans lesquels tu dois te transformer pour rester. Et puis évidemment, pour reprendre l'exemple que j'ai donné juste avant de ceux qui se foutent de ta gueule ouvertement, alors ceux-là, éradique-les totalement de ta vie. T'as pas besoin d'eux, hein. Tu n'as pas besoin d'eux. Alors ce chiron peut faire de toi une personne capable de réunir des gens absolument atypiques, mais vraiment, des gens de tous bords, des gens qui ne se ressemblent mais absolument pas. Voilà. Ça peut être aussi de penser des formes de liens sociaux différentes, et puis d'accompagner ceux qui, comme toi, ont été exclus ou sous-estimés à reprendre leur place sans s'excuser d'exister. Tu n'as pas besoin de te conformer pour exister, tu n'as pas besoin de fuir le groupe pour être toi. Tu peux choisir les espaces où ta singularité devient quelque part un ciment, pas une gêne. Et c'est là que le rejet devient une force. Tu sais créer ce que tu n'as pas reçu. Et c'est souvent ce qui fait de toi un acteur social très puissant. Tu sais créer des vrais liens d'amitié, hein, ces amitiés qui deviennent ta tribu, qui deviennent ta famille. Évidemment, comme pour tous les autres signes, regardez les maîtres de cette maison. Donc les maîtres de la maison 11, c'est Saturne, Uranus, aussi les maîtres du signe, et puis qui auront ces aspects, etc., etc., etc. Alors, Chiron en maison 12. Chiron en 12 ne crie pas. Il n'explique pas. Il habite l'ombre du psychisme, le silence de l'inconscient, la mémoire de ce qui n'a pas eu le droit d'exister. C'est un placement de douleur diffuse, persistante, non identifiée, mais pas pour autant moins réel, hein. Tu peux ressentir très tôt un sentiment d'abandon sans raison apparente, une tristesse sourde, une forme de vide existentiel qui flotte en toi sans que tu puisses en trouver la source.
Ça peut être aussi un sentiment d'exil intérieur, comme si tu étais là sans vraiment être là. Un chiron en 12 peut être lié à une grossesse non désirée ou vécu dans un climat de choc, de séparation, de deuil. Ça peut être aussi des parents qui étaient absents émotionnellement ou absents tout court d'ailleurs. Ils pouvaient absolument être absents physiquement ou en tout cas être instables. Des parents malades aussi, pourquoi pas, souffrants ou porteurs eux-mêmes de traumatismes non traités. Ça peut être une incarnation sans ancrage. Tu arrives dans un monde où tu n'es pas attendu, ou en tout cas pas dans de bonnes conditions. Et ton inconscient enregistre cette arrivée comme un rejet, alors que peut-être que c'était pas le cas factuellement, ou en tout cas que c'est pas comme ça que tes parents ont vécu ton arrivée. Mais la manière, le cadre dans lequel tu es arrivé a peut-être engrammé cette blessure à l'intérieur de toi. Comme je le disais, avec un tel placement, tu peux aussi avoir grandi sans connaître tes parents ou sans repère identitaire très clair. Ça peut être aussi une adoption, des secrets de famille, origine inconnue aussi, ou alors il y a comme une rupture avec le lien transgénérationnel. Cela génère une fracture dans le sentiment d'appartenance, d'avoir une place ici. Il y a aussi comme une blessure de dissolution. C'est-à-dire que Chiron en 12, c'est souvent l'impossibilité d'exprimer ce qui fait mal parce que c'est flou, ou alors parce que c'est trop honteux, ou alors parce que même pour nous, c'est pas très clair. Cela peut se traduire par des tendances à s'isoler, à disparaître, à fuir les conflits. Oh, on n'aime pas les conflits. Ça peut être aussi une fuite des émotions ou, j'allais dire, de son propre corps. On a du mal à incarner son corps avec un Chiron en 12. Ça peut être aussi une hyper disponibilité aux autres. C'est un don de soi confus qui frôle parfois le sacrifice. Puis, comme on le sait si bien avec cette maison 12, tant qu'on s'occupe des autres, eh bien, on s'occupe pas de nous-mêmes. Ça peut être aussi une culpabilité existentielle. Tu te sens responsable, fautif ou porteur d'un poids invisible. Certaines personnes vivent même une expérience d'enfermement réel. Ça peut être des hospitalisations qui ont débuté très très tôt sur le chemin. Ça peut être aussi un passage en prison, hôpital psychiatrique, ou alors un long exil. Alors parce que comme c'est la maison 12, évidemment, je ne peux pas ne pas vous en parler. Quand ce chiron est proche de l'ascendant, là c'est vraiment une mémoire de fin d'incarnation. C'est-à-dire que il peut symboliser la blessure qui a marqué la fin de ta dernière vie, ce qui n'a pas pu être guéri, assumé, qui n'a pas pu être sauvé, ce qui a été perdu aussi, laissé en suspens, voire abandonné. Et dans cette vie, tu le portes au seuil même de l'incarnation, ce qui donne dès la naissance une identité blessée, un rapport au monde teinté de douleurs sans origine concrète, un refus inconscient d'entrer pleinement dans la forme aussi, dans le corps, dans le lien à l'autre. Donc tu ne guériras pas cette blessure par des rituels abstraits, ni par la méditation, non. Il faut traverser la blessure en revenant dans le monde factuel, concret, matériel, en posant des actes simples mais remplis de sens, en te réancrant dans la vie ordinaire. Tu peux évidemment travailler avec un thérapeute, un accompagnant, qui permet de mettre en forme ce qui ne l'a jamais été. Ce placement peut vraiment donner à terme des personnes qui soignent sans faire de bruit, une oreille attentive qui écoute profondément, des êtres connectés à la souffrance aussi, à la souffrance même, j'allais dire, transgénérationnelle, voire karmique, et capable de la traduire en mots, vraiment. Ça peut être aussi des artistes, des thérapeutes, des accompagnants très, très profonds, mais très discrets, qui peuvent absolument guider ceux qui se perdent dans l'obscurité. Mais vraiment. Parce que cette blessure de sensation de solitude, là, je parle de quelque chose qui est abyssal, hein, vraiment, hein. Vous connaissez cette blessure, vous la connaissez, donc vous êtes à même d'accueillir les humains qui portent en eux une blessure similaire. Chiron en 12, il cherche pas à briller, hein. Il veut surtout que tu apprennes à dire non à ce qui t'envahit pour revenir sur des choses beaucoup plus factuelles et concrètes. Avec un Chiron en 12, vraiment, il faut regarder les aspects à Neptune, maître évidemment de la maison 12, pour comprendre les risques de dissociation, d'illusion, de fuite, ou alors aussi de spiritualisation trompeuse. Il faut aussi regarder les aspects à Jupiter pour repérer les croyances qui enferment dans le sacrifice ou dans une morale trop rigide. Et puis évidemment, le signe de Chiron, c'est maître, pour trouver la porte d'entrée, le langage, la fonction par laquelle la blessure cherche à se dire. Et puis, très important, regardez la maison 6, parce que pour comprendre comment tu peux concrètement t'ancrer
remettre de l'ordre, du soin, de la structure dans ce qui était brumeux ou transmis sans mots, eh bien, il faut aller regarder ce qui se passe du côté de ta maison 6, le signe, quels sont également eh bien, les planètes ou les points astraux qui sont positionnés à cet endroit, et puis évidemment les aspects de tout ce joli monde. Nous arrivons à la fin de cet épisode sur Chiron. J'espère qu'il t'a parlé, qu'il t'a touché, peut-être même qu'il a éclairé un petit bout de ton chemin intérieur. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dis-moi en commentaire où se trouve Chiron dans ton thème et puis comment tu vis ce placement. Et si tu veux aller plus loin dans la découverte de l'astrologie introspective, inscris-toi à ma newsletter, le lien est en barre de description. C'est tout pour moi, je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et comme toujours, prends grand soin de toi.